Et j'ai envie de dire déjà merci à Tyler d'avoir écrit ce bouquin parce qu'il m'est arrivé à quelques reprises d'animer ce genre de discussion où j'arrivais en me disant oh là là, j'ai beaucoup de choses à critiquer, ça va être une discussion compliquée. Et ici, en fait, j'ai lu ce livre avec à la fois beaucoup de plaisir et je n'ai pas de fortes objections à faire valoir. Enfin, ce n'est pas forcément l'objectif, mais je trouve que c'est un livre vraiment très riche. Et c'est un livre qui, en fait, ne parle pas que de Smart City. C'est un livre qui parle de ville, qui parle de la question du pouvoir, de la démocratie, qui parle voilà, d'un certain nombre de choses. Et donc, on va essayer de passer un peu en revue les différents thèmes qu'il aborde. Et puis de vous laisser la parole. On va essayer de faire une demi-heure, quelque chose comme ça, de discussion. Mais peut-être avant de commencer, j'avais envie quand même de mettre en lumière la maison d'édition qui publie ce livre. C'est la maison Météor. Peut-être veux-tu en dire un mot? Oui, donc c'est un projet éditorial qui émane d'une fondation de librairie de deux frères à Bruxelles, rue Blas, plus précisément, à Saint-Gilles. Et donc ces deux frères qui ont lancé une librairie juste pendant le Covid en plus. Donc c'était un projet compliqué, audacieux. Et à partir de cette librairie, il y a eu un projet éditorial qui en est ressorti. Projet éditorial consiste à publier des essais philosophiques, sciences sociales, sciences humaines, donc à vocation de traduire un certain nombre de théories, on va dire, plus contemporaines, de réflexions plus contemporaines en philosophie et sciences humaines, pour un public plus large. Ce n'est pas du tout public non plus, hein, donc ça reste quand même... je crois qu'on peut être à la fois le lire en tant qu'universitaire, mais aussi en tant que membre d'un public plus intéressé en tout cas par certaines questions. Donc il y a des questions, un prochain livre qui va porter sur, je crois le nom là-dedans, de Lumumba, donc qui va porter sur les questions postcoloniales, décoloniales à Bruxelles et en Belgique. Donc voilà, je vous invite à découvrir les autres titres et le projet éditorial de manière générale, parce que c'est un beau projet. Voilà, et donc une maison d'édition qui se lance dans le secteur des sciences humaines, a fortiori de la philosophie en Belgique, ça mérite d'être souligné et encouragé. Voilà, donc venons-en au bouquin, peut-être d'abord en te présentant. Donc, Tyler Regelut, tu es docteur en philo de philosophie de l'Université de Libre de Bruxelles. Tu enseignes à l'Université de Lille, mais tout en habitant Bruxelles. Et ceci est ton premier bouquin en nom propre, mais tu avais déjà publié un livre avec Thomas Berns, Éthique de la communication et de l'information, et aussi coédité un livre qui s'appelle « De la ville intelligente à la ville intelligible », donc c'est une thématique qui traverse tes travaux. Voilà, donc peut-être pour commencer, cette thématique de la Smart City, elle nous encombre déjà depuis un moment, hein, j'ai envie de dire. Ça fait déjà une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années. Tu parles même des années 2000, mais c'est peut-être plutôt aux États-Unis que cette notion apparaît. Et on la voit effectivement qui vient dans les débats sur la ville et qui a quelque chose d'assez imposant dans ce débat sur la ville. Peut-être est-ce qu'on peut commencer par faire une brève généalogie de ce concept, d'où il vient et comment il se déploie. Oui, alors c'est bon, tout d'abord aussi, je voulais remercier le conteur du livre et François pour votre accueil et votre invitation. Oui, donc le concept, ou en tout cas le discours, l'ensemble des discours qui entourent les visions, les promesses de Smart City. On pourra peut-être revenir un petit peu sur justement c'est quoi l'objet du livre en tant que tel, parce que je crois que ce n'est pas vraiment la Smart City comme un objet qui se réalise actuellement, mais plus un ensemble de fantasmes, de discours, de promesses autour de cette chose que serait la Smart City. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, en tout cas, moi, je détecte, en tout cas à partir du début des années 2000. C'est un ensemble de discours qui sont promus et mis en avant comme un ensemble de propositions et de solutions à toute une série de problèmes urbains, et au-delà du milieu urbain d'ailleurs, mais un ensemble de solutions qui vont pouvoir résoudre des problèmes de pression démographique, de propreté, de pollution, d'énergie, etc. Donc toute une série de pressions à différentes échelles qui s'exercent sur les espaces urbains, sur les villes à l'échelle mondiale, en sachant que c'est aussi, alors je n'ai plus les chiffres précis en tête, hein, mais on utilise souvent les chiffres
vers 2050, 80% de la population habitera dans des espaces urbains, dans les villes. Donc la ville semble être le lieu où tout doit se jouer et où tout se joue pour résoudre les problèmes économiques, environnementaux, etc., etc. Donc, donc ce qu'on voit souvent, c'est des discours et des projets qui sont portés à la fois par des puissances publiques, des acteurs municipaux ou régionaux, étatiques, mais aussi très souvent par ces fameux partenariats public-privé, par des acteurs d'entreprises privées qui proposent bien souvent des solutions clés sur porte pour résoudre un peu les problèmes de la ville. Un cas assez célèbre dans les études, mais aussi les recherches autour de la Smart City, c'est le cas de Toronto, au Canada, où la ville avait un petit peu laissé carte blanche à la division de Google Sidewalk Labs, donc qui est la division qui s'occupe de l'innovation urbaine et technologie urbaine. La ville de Toronto avait laissé un quartier à Google, plus ou moins, pour expérimenter et proposer leur vision de la Smart City. Il se trouve que le projet a été abandonné parce qu'il y a eu un levé de bouclier assez significatif et véhément de la part des citoyens et citoyennes qui se posaient des questions et qui, simplement en posant les questions, ont fait aussi un petit peu... ont mis à mal le projet de Google, mais c'est souvent ce genre de configuration-là qu'on voit, en tout cas dans les espaces d'Amérique du Nord et d'Europe. Après, dans d'autres parties du monde, c'est carrément des projets parfois à des dimensions vraiment pharaoniques. Si on regarde par exemple la nouvelle cité administrative qui se construit en dehors du Caire aujourd'hui, en Égypte, Songdo, la ville qui a été carrément construite sur la mer, une smart city. On a Masdar dans les Émirats arabes unis, une ville construite dans le désert. Il y a vraiment des projets comme ça qui ont le mérite, en tout cas en surface, de promettre un avenir radieux, propre, green, vert. Mais souvent, le dessous des cartes de ces projets est un peu plus ambigu, pour dire les choses de manière gentille. Mais on peut directement aller sur ce sujet-là. On assiste effectivement à de multiples projets de villes nouvelles. Et ce n'est plus les villes nouvelles des années 60 où on construisait une banlieue à 20 km en dehors de la métropole. C'est des projets effectivement absolument faramineux. Tu as cité le Caire, il y a un projet en Arabie Saoudite aussi, qui est une ville linéaire sur des centaines de kilomètres, etc. Pourquoi le capitalisme contemporain se focalise-t-il à ce point sur l'objet de la ville? Pourquoi est-ce que la ville est un tel concentrateur d'affect, si je peux formuler la question comme ça. Oui, alors c'est une grosse question, mais je crois que quelque part, la ville, depuis la révolution industrielle, était un concentrateur d'affect. Si on réfléchit un petit peu aux représentations de l'espace urbain depuis au moins la révolution industrielle, mais encore plus loin dans l'histoire, la ville, c'est l'espace de toutes les ambivalences. C'est à la fois là où on se libère des carcans de la tradition, mais c'est aussi là où on se perd. La ville, c'est un espace de débauche, de perte de valeur, de moralité, mais c'est aussi le nouvel horizon, c'est l'avenir, c'est le progrès, c'est l'innovation technologique. Donc, la ville, je pense, a toujours été traversée par des ambivalences profondes. J'ai l'impression que de plus en plus, avec aussi les projections démographiques et socio-économiques qui sont faites sur à la fois la ville comme concentration de population, de plus en plus, mais aussi comme production de valeur marchande et de plus en plus importante, que la ville apparaît quand même comme le terrain de jeu par excellence, notamment pour des puissances publiques, mais aussi et peut-être surtout pour des entreprises comme ces plateformes que sont Google et Amazon et d'autres, pour tester à des échelles inédites, tester en grandeur nature des nouvelles technologies.
Il faut se dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein. Il y a déjà eu des réflexions de cet ordre par le passé, mais il y a quand même une idée assez largement répandue par ces plateformes que sont Google et Amazon, etc., que les vieux modèles d'expérimentation et de développement et de recherche technologique sont un petit peu dépassés et qu'il faut développer des technologies qui soient adaptées à l'ampleur des problèmes auxquels voilà, on est confronté aujourd'hui, mais aussi avec des modalités d'interaction qui sont en temps réel, qui sont grandeur nature. Et donc en fait, la ville souvent se présente exactement comme ça, comme un énorme terrain de jeu d'innovation technologique. On va pouvoir tester ces innovations à une échelle qui est absolument inaccessible quand on fait ça en laboratoire dans la Silicon Valley. Donc, tester une nouvelle application, tester un nouveau dispositif de récolte de déchets. Hein. On parle souvent des projets de Smart City comme étant des villes qui sortent de nulle part, hein, des projets pharaoniques. C'est ça, mais c'est aussi des trucs beaucoup moins impressionnants, hein, comme à Bruxelles. Ils ont eu un projet pilote de résoudre en partie le problème des déchets dans le centre-ville avec des smart, des poubelles intelligentes. Bon, c'est des poubelles qui coûtent 5 à 6 000 euros l'unité, qui demandent, alors on reviendra sur ces questions sans doute, mais qui demandent de la maintenance, parce que pour pouvoir utiliser quelque chose d'aussi simple comme la poubelle, en fait, tout à coup, il faut une maintenance technique, informatique. Donc en fait, il y a toute une autre série de fonctions qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser quelque chose d'aussi simple que la poubelle. Et on a des cas comme ça à Bruxelles où, parce qu'un capteur quelque part est cassé, en fait la poubelle n'est plus utilisable, donc à côté il y a une poubelle ad hoc qui est installée. Mais ça, ce qu'on voit là, c'est des entreprises qui proposent des solutions. Ça met en lumière l'importance des contrats de fournissage. En fait, c'est un vrai enjeu pour les espaces urbains. C'est là où se jouent énormément de décisions politiques aujourd'hui. En fait, c'est les contrats que s'établissent avec des entreprises privées qui fournissent des solutions technologiques. Et là, on a une entreprise qui propose un projet pilote, hein, de dire, bah voilà, on va déployer X nombre de poubelles soit dans le centre de Bruxelles. Et puis on voit ça, hein, c'est une sorte d'expérimentation permanente, en fait, le smart. La ville comme territoire d'innovation technologique, ce n'est pas une nouveauté. La ville des expositions universelles, la ville d'Haussmann, la ville de Niemeyer, qui fait une capitale au milieu de la jungle, la ville, enfin on peut reprendre plein d'exemples, la ville des utopies sociales, que ce soit des fourriéristes, la ville de l'époque de la grande épopée du logement social. Il y a eu à Liège, ici, il y a eu un concours de la Maison ouvrière en 1905 pour l'exposition où cette notion d'innovation technologique était au centre. Enfin, bref, la ville a toujours été associée, ou en tout cas dans l'époque moderne. Ce que tu dis dans le livre, c'est qu'il y a quelque chose de différent, de nouveau avec la Smart City ici. Alors, il y a peut-être deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense que ces visions-là d'innovation technologique, entre guillemets par le passé, étaient plus des visions de progrès technologique, avec tout ce que ça a de critiquable, évidemment, mais avec vraiment une idée parfois très utopiste, hein, de la ville idéale vers laquelle la technologie va nous amener par une série vraiment de progrès qui étaient indissociables de progrès moraux, économiques, sociaux, etc. Et avec évidemment tout ce que ça a de critiquable, hein, évidemment, mais au moins, et ça c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est le caractère monumental, ostentatoire de ces projets. Les expositions universelles, c'est absolument monumental. Et c'est une sorte d'exhibition de la technique, la technique qui se montre, hein, dans toute sa puissance de modernisation, de progrès, etc. Un exemple que je prends souvent et que je prends dans le livre, c'est la tour RTBF à Bruxelles, une tour de radio et télédiffusion. Et qui, soit dit en passant, il y avait aussi, je crois que je ne sais pas s'il est encore là, mais il y avait un projet de tour cybernétique près de Liège, je crois. Il existe. Ouais. D'ailleurs, il y a une exposition qui se prépare potentiellement d'ici un an ou deux sur le sujet. Bah, super. J'espère que ça va aboutir. Ouais, ça serait génial. Et donc là, on a des monuments en fait, du progrès technologique, et des monuments aussi de la communication moderne, qui se montrent, qui s'affichent, hein, et tout le monde à Bruxelles voit au moins globalement où est la tour RTBF. Globalement, même si la culture technique n'est pas tout à fait là, mais on sait plus ou moins à quoi ça sert.
ce qui est une grande différence avec l'innovation, le modèle de l'innovation du smart aujourd'hui, qui en fait se montre très peu. On parlait de la monumentalité des villes qui se construisent en Égypte ou en Corée ou d'autres parties du monde, mais en fait ce qui est paradoxal, c'est que si on ne nous disait pas que ces projets de développement urbain étaient smart, on ne le saurait pas forcément. Parce que les technologies qui sont censées apporter cette surcouche, ce niveau de nous augmenter en intelligence, en fait, sont de plus en plus miniatures, de plus en plus même invisibles parfois. Donc, en fait, c'est une technologie qui a tendance à s'effacer, à s'invisibiliser, à s'extraire en fait, du champ de l'expérience des habitants et des habitantes. Personne, enfin, je fais le test en auditoire avec mes étudiants et étudiantes, donc plutôt des jeunes générations. Tout le monde sait reconnaître une image d'une cabine téléphonique. Quasi personne sait reconnaître une image d'une antenne 5G. Et encore maintenant, les nouvelles générations d'antennes 5G, ils travaillent sur des pellicules transparentes qui viendraient poser sur la surface des choses. Donc il y a vraiment cette idée que les techniques qui augmentent la ville et qui la rendent agile, intelligente, toutes ces choses, en fait, se soustraient, s'invisibilisent. Je crois que ça, c'est une grande différence quand même de projets, de nouveau aussi critiquables qu'ils soient, mais de projets de type exposition universelle où on va peut-être rayer un quartier populaire, où on va peut-être dégager, comme on fait encore aujourd'hui pour les grands événements sportifs ou autres, on va dégager des quartiers, etc. Mais là, j'ai envie de dire, au moins, on a quelque chose, au moins on a un monument, on a un symbole auquel s'en prendre si on veut. Ce qui est inquiétant, je trouve, dans les projets du Smart, c'est que même si on voudrait s'en prendre, on ne saurait pas par où commencer. C'est peut-être le bon moment pour lire l'extrait que je te proposais de lire. C'est un extrait de l'introduction qui parle du Léviathan. L'image d'une ville dépeuplée nous hante. L'historien Patrick Boucheron propose une analyse du célèbre frontispice du Léviathan de Thomas Hobbes. Pour ceux qui ne voient pas, c'est une image où on voit un personnage qui surplombe une ville avec en dessous toute une série d'objets. Une ville déserte, sans doute ravagée par la guerre ou la peste, s'étale devant le corps immense et immonde du Léviathan, corps artificiel du souverain composé de tous les corps d'habitants, comme aspirés par sa volonté. Il l'habite autant qu'ils sont habités par lui. On aperçoit un rideau de théâtre qui sertit le paysage et des coulisses qui le flanquent. Tout cela n'est qu'un spectacle. Une coupe sur les coulisses nous expose les symboles et techniques de gouvernement spirituel et temporel. Boucheron y voit une des caractéristiques du mode de gouvernement moderne. On ne gouverne plus dans l'ombre ou de manière spectaculaire. Les coulisses deviennent plus intéressantes que la scène. On sait que c'est là que tout se joue. Le spectacle et la mise en scène sont dépréciés et soupçonnés de détourner le regard du vrai jeu de pouvoir. L'action gouvernementale doit être visible, elle doit exprimer une certaine rationalité, on doit pouvoir suivre ses enchaînements causaux comme on suivrait ceux d'un mécanisme. Son efficacité ne réside plus dans son secret, mais dans son exposition permanente. À beaucoup d'égards, les discours et projets de Smart Cities témoignent d'un aboutissement de cette logique de transparence technologique du monde. La ville intelligente, avec tous ses capteurs, données et prédictions, serait celle où il n'existerait plus de zones d'ombre, plus de secrets, où tout serait immédiatement visible et accessible. Le frontispice peut nous apprendre encore autre chose sur la ville intelligente. Seule la tête du Léviathan est individuelle, comme pour dire que l'intelligence qui gouverne le collectif est autre chose que ce corps. Elle ressort de la masse, de son corps individualisé, et qui n'est qu'un composé indifférent d'autres corps. Et cette intelligence surveille, contemple, protège une ville déserte, une ville où il ne reste presque plus de vie, une ville abandonnée à ses ressorts techniques. Et en retour, nous pouvons contempler, situer l'intelligence dans une entité clairement identifiable, une tête pensante. C'est cette tête qui donne une unité au corps, qui lui donne un ordre. Mais en fixant la tête du souverain, on sent un malaise s'installer. L'unité est artificielle. C'est une intelligence artificielle. Il me semble que cette conception de l'intelligence est encore celle qui gouverne les projets de la Smart City, une fonction qui englobe et surplombe, qui s'exerce sur, qui opère sur les choses. Ces projets frappent par la distance instaurée entre les technologies qui lui confèrent son intelligence et la matérialité de la ville qui est rendue intelligente par ces technologies. Tout se passe comme si la technique était en dehors de la réalité qu'il s'agit de gouverner, comme si les coulisses de la scène s'étaient refermées et que le spectacle de l'intelligence artificielle se suffisait à lui-même.
pense qu'on peut passer 2 heures à commenter ces 2 pages. Moi, j'avais envie de revenir. Il y a plusieurs points. Enfin, je ne sais pas si tu veux peut-être déjà donner des clés de lecture par rapport à ça. Oui, peut-être une chose qui... Alors, c'est toujours intéressant de s'entendre de la voix d'un autre, et puis aussi avec un certain recul, parce que ça commence à faire bientôt 1 an que le livre est sorti, donc je ne me rappelle pas toujours de certaines formulations que moi-même j'avais écrites, mais une chose qui me frappe, et c'est ça que j'ai essayé de traduire, entre autres, dans ce passage, dans les projets et les discours de Smart Cities, c'est la relative absence des habitants et des habitantes. C'est quelque chose qui est assez récurrent, dans une idée que, idéalement, un système qui fonctionne de manière aussi automatique que possible, avec de plus en plus de capteurs et de systèmes prédictifs qui veillent sur... on a vraiment un système de surveillance au sens très large du terme, des capteurs qui vont veiller sur la consommation d'eau, sur des capteurs qui vont veiller sur la consommation d'énergie, etc. etc. Qui vont pouvoir nous donner une image, sauf que ce n'est pas nous, c'est parfois même plus des humains, mais un système technique, mais qui vont en tout cas donner une image en temps réel, entre guillemets, de l'état de la ville, et à un niveau de granularité, un niveau de détail et de précision qui est absolument faramineux. Et quand on entend, et comme je parle aussi avec des ingénieurs et des techniciens qui travaillent sur des smart buildings ou des smart cities ou des smart campus, ils sont vraiment dans une logique de au plus on aura de capteurs, au plus on aura d'informations et de données à traiter, au mieux on connaîtra l'espace, au mieux on verra et on pourra contrôler et prédire et gérer l'espace urbain. Mais très peu est dit là-dedans sur les personnes qui habitent et qui pratiquent en fait cette ville. Quand je leur demande est-ce que vous avez parlé au personnel de maintenance, ils disent non, non. Voilà. Or, on pourrait se dire que le personnel de maintenance a quand même un savoir-faire, un ensemble de pratiques voilà, qui ne sont pas toujours facilement traduisibles sous forme de données, mais quantifiables, mesurables, mais qui quand même valent la peine d'être entendus comme une certaine forme d'expertise sur une certaine pratique de l'espace urbain. Mais donc, ce qui revient souvent quand même dans ces projets et ces discours, c'est l'absence des habitants et des habitantes. C'est quelque chose que j'ai entendu, par exemple, et dont des collègues sociologues ont travaillé sur ce cas en particulier, d'un bâtiment smart sur le campus de l'Université catholique de Lille, qui est un bâtiment démonstrateur, donc c'est un bâtiment qui est censé un peu être aussi une expérimentation en cours, où il y a des centaines, voire des milliers de capteurs dans le bâtiment, et l'ingénieur, qui est en fait ce qu'il s'appelle un Smart Building Manager, donc il manage le Smart Building, parce qu'évidemment, il n'y a pas de mot adéquat pour ça en français, apparemment. Il rapporte les frustrations des utilisateurs, parce que c'est ça aussi, on devient des utilisateurs en fait, de ces bâtiments et de ces espaces, que la lumière ou le chauffage n'est pas tout à fait adéquat aux attentes des utilisateurs. C'est des classes, c'est des bureaux d'université. Et il rassure les utilisateurs en disant « Ne vous inquiétez pas, le bâtiment est en train d'apprendre et il va s'adapter à vos besoins. Mais en attendant, faites comme si… ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les discours smart, c'est comportez-vous de manière naturelle, faites comme si il n'y avait pas les dispositifs techniques. C'est la meilleure manière pour que le bâtiment et que le dispositif, de manière générale, apprennent de vos comportements. » Mais entre les lignes, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que le bâtiment, il fonctionnerait vraiment bien et il serait vraiment à son fonctionnement optimal s'il n'y avait pas d'utilisateurs, en fait. Et ça, c'est quand même, je trouve, oui, voilà, parfois je suis juste perplexe, parce que je ne comprends pas ce que serait une ville ou un bâtiment sans celles et ceux pour qui ils ont été construits. Alors, venons-en quand même sur cette notion d'intelligence qui est martelée partout, qui n'a évidemment rien à voir avec ce que le sens commun donne à ce nom. Et donc, cette appropriation de la notion d'intelligence, tu dis une intelligence réduite à un mode d'ordre économique et à une vertu morale. Tu peux peut-être expliciter, savoir pourquoi ce terme d'intelligence prend tellement de… Pourquoi on lui a laissé prendre cette place?
Bon, il faut dire peut-être aussi, du point de vue de mes recherches, en fait, je travaille sur la Smart City dans la mesure où je travaille sur l'intelligence artificielle de manière plus générale. Donc et le Smart City, en fait, pour moi, ça cristallise, en fait, parce que justement, il y a cette concentration de pratiques sociales, d'institutions, de matières, de techniques. En fait, tout comme c'est un terrain de jeu exceptionnel pour les grandes plateformes technologiques, c'est aussi un terrain d'observation et d'analyse assez exceptionnel pour un chercheur qui travaille sur ces questions. Et c'est vrai que comme moi je constate, et je suis loin d'être le seul d'ailleurs, hein, il y a d'autres livres super intéressants qui sortent pour le moment sur les questions du smart et de l'intelligence, c'est sa généralisation absolument voilà, sans fin en fait. Hein. On ne voit pas ce qui va résister à l'intelligence. Il y a des smart cities, il y a des smartphones évidemment, qu'on a tous et toutes quasi maintenant en poche, mais il y a des projets financés par l'Union européenne de smart mountains, hein, de montagnes sur lesquelles on viendrait mettre des capteurs. Donc tout à coup, la montagne serait intelligente. Enfin, on voit bien en fait l'inanité, l'absolu manque de sens hein, que ces projets comportent. Il y a le smart dust, hein, donc c'est des nanoparticules qui seraient douées d'intelligence parce qu'ils se coordonneraient en essaim. Et puis il y a le smart en fait qui est rattaché à plein de choses qui n'ont même pas d'informatique ou de high-tech. C'est l'exemple que je donne souvent, mais c'est le distributeur de savon ou de shampoing dans un hôtel sur lequel on met smart shampoo, parce que, en fait, mais pourquoi exactement Et c'est là où, effectivement, il faut se rappeler qu'en fait, c'est avant tout un marché. C'est un marché en plein essor. Hein, pas les chiffres, mais les chiffres sont dans le livre si vous voulez, mais c'est un marché en plein essor avec ces nouvelles professions, ces nouveaux experts, ces nouveaux classements. Hein. Il y a des rankings, comme on dit, de villes intelligentes dans le monde aujourd'hui. Et en fait, c'est ça le cœur du problème, on va dire, c'est que l'intelligence est un terme fondamentalement normatif. On peut jamais dire que quelque chose ou quelqu'un est intelligent sans en même temps dévaloriser et valoriser, en disant que quelque chose est intelligent, implicitement ou explicitement parfois, on est en train de dire que quelque chose d'autre est bête, paresseux, inutile, etc. Donc c'est un mot qu'il faudrait utiliser avec énormément de précaution. C'est des choses qu'on apprend en général justement quand on est enseignant. Hein, on apprend justement sur la multiplicité des intelligences, sur la complexité de l'intelligence, etc. Or, c'est un terme qu'on utilise avec aucune précaution aujourd'hui et qu'on met vraiment à toutes les sauces. Et le fait est, et c'est voilà, pour dire les choses de manière un peu plate et provocante peut-être, mais le smart, les projets d'espaces urbains intelligents ou de bâtiments intelligents, etc., c'est très 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 rare qu'ils se déploient dans des quartiers défavorisés, racisés, populaires. Et ça, tu le soulignes beaucoup dans le livre. La Smart City qualifie des zones et se concentre sur des espaces particuliers, et donc en dévalorisant beaucoup d'autres. Mais donc qualifie aussi certaines pratiques. Directement, on a des images d'une ville propre, scintillante, fluide, facile à prendre en main. Ça, c'est des images aussi qui reviennent beaucoup. Hein. Si vous tapez dans Google n'importe quel moteur de recherche, Smart City, vous allez voir des images absolument génériques. Vous ne voyez pas d'images de vraies villes en général. Vous voyez des images avec des villes, avec des icônes comme ça au-dessus, ou des villes que l'on tient dans sa main. Enfin, je veux dire des choses qui montrent, je crois aussi, une réelle pauvreté de l'imagination de la part des plateformes et des puissances publiques qui nous promettent et qui nous vendent ces images. Peut-être avant de vous passer la parole, j'aimerais bien faire peut-être un saut dans le livre, mais en faisant un lien, parce que dans l'extrait que j'ai lu, il y a cette question du pouvoir qui est abordée, et puis ensuite dans la trame 2, tu réfléchis sur la question de la machine et du corps, de la machine et de l'organisme. Et tu écris la marque de la modernité démocratique, et je crois que ça fait vraiment référence à la citation de tout à l'heure, serait d'imaginer la technique comme antidote à la mise en scène du pouvoir, d'en faire le garant d'une visibilité permettant la reddition des comptes et la dépersonnalisation bureaucratique de l'administration.
En fait, moi, j'ai tendance à lire beaucoup de phénomènes de processus dits intelligents, pardon, où on rajoute de l'intelligence artificielle de plus en plus, hein, où on parle de l'administration smart, hein, ou toutes ces séries de choses. En fait, j'ai tendance à le lire dans la continuité, la prolongation de la bureaucratisation, en fait. Et c'est Max Weber qui en parle très bien, hein, une bonne bureaucratie fonctionne un peu comme une machine bien huilée, où en fait, quand on a face à nous un ou une fonctionnaire, ça dit bien le nom, fonctionnaire qui a une fonction dans un engrandage mécanique plus large, et on a tous et toutes des expériences où vous allez à un guichet, vous demandez quelque chose, et en fait, c'est pas le bon document, pas rendu à la bonne échéance, pas le bon ordre, etc. Et donc, en fait, c'est un énorme algorithme, en fait, la bureaucratie. Un algorithme, c'est quoi? C'est un nombre d'étapes données que l'on suit dans un ordre donné et qui nous donne un résultat donné. La bureaucratie annonce déjà, en fait, un petit peu cette conception gestionnaire, algorithmique, qui aujourd'hui est renforcée par ces dispositifs et ces systèmes interconnectés, smart, en temps réel, prédictifs, tout ça, si ce n'est que ces systèmes aujourd'hui sont justement interactifs. Ils sont adaptatifs, ils évoluent avec les utilisateurs et utilisatrices. Le meilleur exemple que j'ai pour illustrer ça, c'est les algorithmes de recommandation. L'algorithme de recommandation, il n'est pas en train de nous recracher, comme le ferait un algorithme classique, le même résultat. S'il ferait ça, on arrêterait de l'utiliser après une demi-heure. Ce n'est pas ça qu'on demande de Spotify ou YouTube ou Amazon ou Google. On veut de la nouveauté mélangée avec du reconnaissable, mélangée avec des choses qu'on a déjà écoutées, vues, mangées, etc. Et donc, en fait, il y a un système interactif qui se met en place entre l'algorithme qui nous recommande des contenus et nos comportements. Il y a une boucle de rétroaction entre l'algorithme et l'utilisateur, entre le système qui nous prédit et qui nous recommande des contenus et l'utilisateur. Et ça, là, je ne suis pas du tout le seul à le souligner. Il y a des auteurs comme Orit Alpern qui travaillent là-dessus, sur ce qu'ils appellent le mandat du smart aujourd'hui, qui est utilisé réellement comme une nouvelle manière de gouverner, où il ne s'agit pas tellement de dire voilà comment vous allez trier vos déchets, ou voilà comment vous allez prendre les transports, ou voilà un peu le plan quinquennal qu'on vous demande d'exécuter sur un territoire donné, mais on va mettre en concurrence, sur un même espace, différentes solutions. On va voir lequel marche le mieux, on va voir un système de surveillance, de monitoring qui est sans cesse informé et qui reçoit sans cesse du feedback des usages, des utilisations. Et donc la norme, en quelque sorte, elle est dynamique. C'est un processus dynamique qui n'a pas de fin, donnée. C'est le processus lui-même qui compte. C'est ce processus d'expérimentation, de rétroaction, où il n'y a plus de ligne de partage très claire entre le dispositif qui nous gouverne et... Le livre pose à cet univers qu'on est en train de décrire le caractère, je dirais, épais, pluraliste, complexe, situé de la ville. Et on ne peut pas s'empêcher d'y voir évidemment une réflexion sur la démocratie, une réflexion sur l'impasse démocratique que représentent les mécanismes de la Smart City. Et c'est ce que j'essayais d'aborder, mais peut-être je le faisais un peu maladroitement, mais dans le premier extrait et puis ensuite dans cette question du pouvoir, j'ai l'impression que tu portes une critique assez forte sur la façon dont s'exerce et se conçoit le pouvoir à l'époque du tout numérique, à l'époque du règne des algorithmes, etc. Et comment est-ce que tu vois une sortie, une alternative à ça? Ce qui est préoccupant, on va dire, c'est d'une part l'absence de réelle intégration des utilisateurs, entre guillemets, des habitants et des habitantes dans le processus. En fait, ils sont vus comme des end-users, comme on dit. Donc, en fait, c'est les utilisateurs et utilisatrices finales à qui on va donner des applications, des dispositifs, etc., pour résoudre leurs problèmes. Mais très, très rarement, est-ce que le dispositif est pensé à partir d'une concertation, d'une réflexion citoyenne. Et donc, là, il y a une réelle déconnexion, je dirais, entre
la technique qui est... on continue à nous vendre une technique qui serait neutre et qui serait simplement là pour résoudre des problèmes du quotidien. Un peu comme si c'était pas... Voilà, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas très sérieux, juste on est là pour vous aider à trier vos déchets, à mieux consommer, et souvent avec des arguments de vente, entre guillemets, assez irrésistibles, de dire, en fait, un compteur intelligent, il va vous aider à réduire votre consommation d'électricité. Tout le monde a envie de réduire sa consommation d'électricité, pour la planète, pour son portefeuille, etc. Donc, l'argument, mais vous voyez, on voit s'accumuler, en fait, des couches et des couches de dispositifs qui optimisent, en fait, nos interactions avec les infrastructures, avec les espaces, les réseaux techniques, sans jamais poser la question de est-ce qu'en en fait, on a envie de consommer de l'électricité de cette manière-là? Est-ce que c'est encore la meilleure manière de consommer de l'électricité? Est-ce que c'est encore la meilleure manière voilà, j'utilise un autre exemple, parce qu'on est à ce niveau-là on est à ce niveau-là de détail parfois. Il y a des machines à laver ou des frigos intelligents. Où on peut, le frigo peut détecter la date de péremption de vos produits et s'il est synchronisé à votre application Deleuze ou autre, en fait, il peut commander automatiquement des nouveaux produits. Est-ce qu'on a envie, et je ne dis pas ça d'un point de vue technophobe ou récalcitrant à la technique, mais simplement, jamais on se pose la question du désir, en fait, au-delà de la vertu démocratique ou autre, mais qu'est-ce que l'on désire, en fait, comme expérience technologique? Est-ce que c'est vraiment désirable que chaque foyer ait sa machine à laver? Je dis ça en ayant une machine à laver, donc c'est pas... mais vous voyez, en fait, l'enjeu politique de la technique, il réside dans le type de collectif que l'on va constituer pour repenser, pour réimaginer les usages et les rapports techniques. C'est pas on peut pas... je pense que c'est très difficile pour les utilisateurs et utilisatrices aujourd'hui seuls, dans leur coin, de repenser des alternatives techniques. C'est un travail qui est collectif. Je vois ça notamment dans par exemple, les mouvements de Repair Café, où il y a... Là, pour le coup, il y a une réelle, si on veut parler d'intelligence, il y a une réelle intelligence qui s'exerce, au sens où il y a une transmission de savoir intergénérationnel, interculturel, souvent, des gens qui sont préoccupés, qui sont inquiets ils sont soucieux de leurs objets techniques, de leur smartphone qu'ils ont depuis 1 an, ils n'ont pas envie de le jeter parce que simplement il y a un bug. Ils se disent bien qu'il doit y avoir une autre manière de se rapporter à l'objet que simplement jeter et acheter un nouveau. Et ils s'en remettent au collectif. Ils intègrent un collectif qui va leur aider à surmonter et à prendre soin aussi de la technique. Je crois que ça, c'est un vrai enjeu. Ce n'est pas d'être dans un refus de la technique, mais de dire, en fait, on veut prendre soin collectivement des objets et pas juste être des utilisateurs ou utilisatrices passifs et passives. Oui, voilà, donc peut-être est-ce que ce serait correct de reformuler en disant que la lecture que tu nous proposes est de dire qu'à travers la Smart City, sous des dehors anecdotiques de s'occuper de mesurer les déchets dans une poubelle ou de s'occuper du frigo, etc., la technologie est en train de nous reformuler, de nous produire comme collectif politique surplombé par quelque chose qui est extérieur à nous. Et il y a une réappropriation démocratique qui est nécessaire en cassant ce surplomb. Une des plus grosses reformulations que moi je vois, c'est l'évacuation. Alors, je réponds un peu par le biais, parce que je pense que le travail est un enjeu éminemment démocratique, mais c'est l'invisibilisation du travail humain. Quand un frigo commande automatiquement vos courses via une application, et en fait, potentiellement, vous ne verrez même pas de livreur, vous verrez même pas... Enfin, en fait toute la friction humaine et technique qui constitue une expérience de consommation, parce qu'on est encore rappelé que, en fait, cette expérience de consommation suppose du travail humain, toute cette friction-là a tendance à disparaître, ou en tout cas à être invisibilisée autant que possible. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi dans le livre, c'est l'importance de revisibiliser, de rendre perceptible et sensible le travail de maintenance derrière ces systèmes dits automatiques. On est entouré de systèmes automatiques qui fonctionneraient tout seuls, mais en fait, ces systèmes supposent
la maintenance, du soin permanent. Il y a un très beau livre de sociologue français qui est sorti il y a 1 an ou 2 qui s'appelle le soin des choses, politique de la maintenance, où il parle de tous ces gestes, de ces savoir-faire, parfois très anecdotiques, mais au quotidien, qui sont faits par des masses de travailleurs et travailleuses invisibilisés. Et ça, pour moi, c'est un réel enjeu de comment est-ce qu'on rend perceptible, comment est-ce que l'on n'abandonne pas ce travail-là. Il y a un sociologue français qui s'appelle David Gaboriau qui travaille sur les entrepôts logistiques, à qui on a eu l'occasion d'interagir un peu dans le cadre de la lutte contre l'extension de l'aéroport. Et lui dénonce l'invocation de la technologisation en disant les entrepôts vont devenir complètement numériques, technologisés, automatisés, etc., comme étant une manière que des militants peuvent avoir un peu par devers eux d'invisibiliser aussi le travail humain. Et voilà, c'est quelque chose, ce que tu dis là fait écho, je crois, et pour plusieurs personnes dans la salle peut-être, à des luttes et à des choses qui se sont passées ici où il y a eu des débats sur ces questions-là. Mais une égalité entre les différents lieux. Il y a des lieux qui seront complètement technologisés et à côté de ça, toutes les masses qui vont devoir fournir les énergies et qui vont devoir manipuler ou faire la maintenance seront invisibilisées et n'auront pas accès à ces... Donc ça, je ne sais pas si ça rentre dans le livre, mais c'est aussi quelque chose qui est peut-être très important aussi dans la manière d'évoluer des smart cities. Ça ne concerne qu'une partie de la population, quoi. Oui, ça c'est. Enfin, j'en parle dans la mesure où je parle du fait qu'en général, ça concerne des quartiers très spécifiques, de nouveau sous les auspices d'une sorte d'expérimentation, de dire on teste. Sauf que le test, il a tendance un petit peu à rester sur place, quoi. Et ça devient en fait aussi une manière. Il y a des études sociologiques qui travaillent là-dessus, où les politiques du smart sont en fait des politiques aussi de gentrification. Voilà, si vous regardez où s'installent les projets, par exemple, c'est le plus gros projet immobilier de l'histoire des États-Unis qui est en train de se développer là, qui s'appelle Hudson Yards à New York. C'est un ancien, je crois que c'est un ancien espace portuaire le long de la rivière Hudson. Donc, voilà, ancien bâtiment industriel, converti en loft et en trucs, etc. Et c'est en fait, on voit clairement ce que ça va devenir. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être trop cynique pour prévoir un petit peu l'issue de ce nouveau quartier qui va attracter. On parle souvent d'attracteurs, qui va attirer des classes créatives, etc. Oui, mais du coup, face à ça, je pense que c'est intéressant et important de revendiquer aussi de l'intelligence, c'est-à-dire de réimaginer ce que l'on entend par intelligence, de se réapproprier dans des logiques aussi stratégiques, de ne pas abandonner des mots et des termes. Mais ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est de ne pas laisser les discours dominants avoir le monopole du sens de certains mots. Et plutôt que de dire bah non, c'est pas intelligent, c'est de montrer en fait qu'il y a de l'intelligence parfois bien plus efficace dans des manières de s'organiser collectivement. Je veux dire, on parle peu, par exemple, du Kenya ou du Nigeria, par exemple, mais c'est des espaces urbains extrêmement développés, extrêmement jeunes, où ils ont un taux de connectivité mobile et Internet, etc., qui est bien plus élevé, bien plus maillé, etc., avec une inventivité et une réappropriation de ces techniques qui est beaucoup plus foisonnante et étonnante que ce qu'on peut voir dans nos contrées, j'ai envie de dire. Mais donc, là où, en fait, ce qui est assez frappant, et de nouveau, là, il y a des anthropologues et sociologues qui travaillent là-dessus, mais là où il y a de la rareté matérielle, financière, etc., on voit souvent des inventions qui ne sont peut-être pas les inventions pharaoniques de Google ou Amazon, etc., mais qui sont en fait des micro-inventions du quotidien d'utilisateurs qui se réapproprient ces dispositifs et qui développent des usages parfois très étonnants. Voilà. Mais qui ne sont pas imposés par les GAFAM. C'est ça. Et ça, je dirais qu'en fait, on fait tous et toutes de différentes manières.
Et c'est là où il y a ce jeu d'interaction qui me semble intéressant à exploiter et auquel il faut profiter, dont il faut profiter, quoi. J'utilise l'exemple dans le livre qui est un petit peu voilà, illustratif, mais c'est l'exemple de l'artiste et activiste allemand qui s'est baladé avec un petit chariot, les chariots comme quand on est enfant rouge, là, les chariots rouges. Il a chargé le chariot de 99 téléphones géolocalisés. Il s'est baladé autour du siège de Google à Berlin et il a généré sur Google Maps un énorme embouteillage. Alors qu'en fait, quand on voit les photos de ce qui se passe dans les rues, en fait, il y a quasi une ou deux voitures, quoi. Là, il y a quelque chose qui je trouve assez fascinant aussi, hein, parce qu'il est presque en train de narguer Google en se baladant autour, en disant voilà ce que votre intelligence vous a gagné, quoi. En fait, vous êtes complètement aveugle finalement à la réalité, à ce qui se passe dans la rue. Vous voyez bien les représentations de l'espace, mais en fait, l'espace pratiqué, vécu, vous ne le voyez plus. Et il se passe des choses, en fait. Donc, Une autre non. Ouais. Du coup, j'ai peut-être déjà une réponse à ma question avec l'histoire de cet artiste berlinois. Je m'interrogeais sur la notion d'appropriation de ces techniques, et en particulier par les pouvoirs publics eux-mêmes. Parce que, moi, je n'ai pas encore lu le livre, hein, mais je vois sur le quatrième de couverture que tu interroges la part de fantasme dans ces visions post-cybernétiques. Et pendant assez longtemps, ici, on a évoqué la notion d'intelligence, l'usage du mot smart à tout va. Et c'est vrai que finalement, je me dis, on a un gros souci au niveau du langage, finalement, où on a apporté de l'anglais vers le français un mot qui a une connotation extrêmement positive pour nous et qui englobe finalement toute une série de techniques et d'outils qui sont hyper différents, qui servent à tout et n'importe quoi, hein, un capteur dans une poubelle, comme jusqu'à, enfin, puisqu'on parlait de intelligence artificielle, puisqu'il faut employer le mot jusqu'à des choses très, très élaborées. Et tout ça, grosso modo, porte le même nom, le même mot d'intelligence. Et je me dis, on a quand même une lacune à ce niveau-là qui est impressionnante. C'est qu'on se retrouve finalement, je dirais nous autres citoyens et aussi acteurs des pouvoirs publics, à dire oui, amen, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Et on est un peu en train d'acheter des tapis comme ça à des marchands de tapis en disant oui, ça va sûrement être super pour toute une série de choses auxquelles finalement, ben, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas grand-chose. Enfin, voilà un petit peu ce que je me dis. Et du coup, je pense qu'un petit travail sur les mots pourrait être utile si on disait une poubelle à capteur informatisé, ben, probablement tout de suite on aurait une bien meilleure idée de ce que ça veut dire. Si on parlait d'un gestionnaire de building avec multi-ordinateurs incorporés dans la salle de bain, ben, peut-être que les gens auraient moins envie d'aller y prendre une douche. Et que ça permettrait de s'approprier un petit peu les choses. Alors, j'ai rien contre l'anglais du tout. Mais je me dis, est-ce qu'on a peut-être quelques pistes à ce niveau-là pour juste sortir de notre subjugation finalement? Parce que c'est peut-être qu'en fait on en est encore là, encore subjugué par quelque chose qui est, dont on disait qu'il est discret, mais peut-être qu'en fait on est juste perdu dans une forêt de choses très très visibles que sont tous ces micro-éléments de la guerre de l'attention dans laquelle on évolue finalement. Quels outils suggérer à nos pouvoirs publics, notamment pour s'approprier tout ça, à part des bonnes blagues comme celle de l'artiste en question, qui sont probablement des... Le conseiller du prince, en général, il est rémunéré. Mais... non, mais, oui, je crois que vous le dites mieux que moi, mais il y a une capacité à pouvoir resymboliser en fait, nos réseaux techniques. J'utilise ce terme en empruntant au philosophe des techniques français Gilbert Simondon, qui parlait des symboles des réseaux comme étant les éléments remarquables, les points clés, qui ont souvent une charge esthétique aussi, spirituelle même parfois, par lesquels on accède à un réseau plus large. L'exemple très classique, c'est le téléphone. En fait, le téléphone, c'est un symbole. Quand on dit on utilise le téléphone, en fait, on est en train d'accéder à un réseau téléphonique très étendu, et aujourd'hui cosmique, en fait, hein, parce qu'il y a des satellites qui circulent autour de la planète, etc. Donc le téléphone, en fait, on dit qu'on l'utilise, et c'est là où je trouve que c'est aussi intéressant de réfléchir, de réimaginer tout un autre champ.
au même titre que l'intelligence, à mon avis, est problématique, pour parler de choses très différentes, de la même manière, je pense que le terme utilisateur ou utilisatrice est très problématique. Parce qu'on a cette image de l'outil toujours, du smartphone comme un outil. Mais un smartphone n'est pas un marteau. Et si on l'utilise, ce n'est pas du tout de la même manière qu'on utilise un marteau. Ce n'est pas du tout la même figure, en tout cas, de l'utilisateur, ce n'est pas les mêmes savoir-faire, ce n'est pas la même intelligence. Utiliser Google Maps, ce n'est pas la même chose que d'utiliser les formes d'attention, les dispositions, les capacités cognitives, etc. Tout sont très différentes. Moi, je pense qu'il y a un double travail à faire, d'une part sur ce qu'on appellerait ce qu'on appelle de nouveau avec Simondon la culture technique, hein, donc quelle connaissance est-ce que l'on développe de ces systèmes techniques. Je pense que ça doit passer par une refonte, vraiment, là pour le coup ça va être très satisfaisant comme réponse, mais une refonte importante de l'enseignement. Non pas pour qu'on devienne tous et toutes codeurs, programmeurs, mais qu'on nous enseigne et qu'on nous apprenne à avoir envie et désirer de comprendre la technique, comme un phénomène culturel global, en fait. Et de ne pas se dire « Ah ouais, moi le numérique, c'est pas mon truc ». Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être codeur ou programmeur pour maîtriser le numérique. C'est ça qui est génial, en fait, aujourd'hui aussi avec les dispositifs que l'on a. C'est des dispositifs qui sont conçus comme étant faciles à prendre en main, ergonomiques, user-friendly, etc., etc. Sauf que, en général, le rapport est quand même très dicté ou en tout cas très limité par les plateformes qui nous offrent ces applications, ces services, ces dispositifs. Parce que c'est leur intention commerciale, économique, etc., c'est leur intérêt, mais aussi parce qu'il manque de notre côté, enfin du côté des usagers et usagères, il manque l'imagination, il manque la capacité à imaginer d'autres rapports, d'autres expériences. Et c'est là où je pense que le rapport artistique et esthétique a beaucoup à proposer sur voilà, des nouvelles perspectives, Je reviens encore avec cette image tout à l'heure, hein, de vous taper dans n'importe quel moteur de recherche, smart ou numérique ou données, hein, et vous allez avoir, en fait, ce qui frappe très rapidement, c'est l'homogénéité des représentations. C'est une imagination très pauvre, en fait. Vous avez des flux de 0 et des 1, des icônes, tout est générique, tout est... En fait, on sent que rien n'est vécu par des expériences matérielles, pratiques, situées, locales. Donc, je botte un petit peu en touche, mais voilà, j'ai pas de solution concrète, pratique comme ça, clé sur porte à vous proposer, mais je pense que ça commence en tout cas par le fait de ne pas considérer que le savoir technique expert, entre guillemets, c'est-à-dire de Google ou des ingénieurs ou des techniciens, est le seul savoir légitime, la seule expérience légitime. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit que les ingénieurs eux-mêmes ont du mal à expliquer parfois leur système. On voit des ingénieurs de Google dire « Oups, désolé, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé ». Jamais on accepterait ça d'un ingénieur nucléaire. Jamais on dirait « Ah oui, bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est compliqué, un nucléaire. Si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas très grave. » Mais aujourd'hui, on est prêt à accepter que des ingénieurs de multinationales toutes puissantes ne maîtrisent pas trop leur système. Et moi, je dirais, profitons-en comme une brèche pour dire vous ne gérez pas, alors non, on a aussi un droit alors à s'approprier ces techniques. Il n'y a pas besoin de savoir comment réparer un téléphone pour savoir couper un câble. Non, et l'exemple de l'artiste à Berlin, justement, c'est un très bon exemple. Parce qu'il n'est pas programmeur, il n'a pas ouvert la boîte noire, comme on dit. Hein. On passe beaucoup de temps à dire il faut pouvoir ouvrir la boîte noire, ouvrir la boîte noire. Moi, je pense que ce n'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser tellement. On développe déjà, par nos usages et nos pratiques, des ruses, des réappropriations, etc. Mais je pense qu'il y a même un combat presque juridique à mener pour dire, en fait, on a un droit fondamental de game the system, comme ils disent, de déjouer le système. Il n'y a pas de raison, personne ne nous prive si vraiment un smartphone c'est un outil, comme on dit, alors on peut faire plein de choses avec un outil.
on a le droit de faire, juridiquement, en tant qu'usager, en tant que possédant du propriétaire du marteau, on a le droit de faire plein de choses avec, très différentes. Et donc, par exemple, si on fait partie... Oui, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas faire. Oui. On devrait peut-être, je me dis, avoir l'obligation d'utiliser des logiciels libres. Du coup, peut-être si on a un État, c'est dans des choses, ne fût-ce que pour avoir le droit soi-même d'aller fouiller dans les machines. Oui, désolé, c'est vrai que mais ça me paraît tellement évident. Ou quand on est, par exemple, une université, moi je trouve ça très triste en fait. C'est vraiment, c'est un peu déprimant, hein, mais quand on voit, par exemple, comment Covid a vraiment sauvé une plateforme comme Microsoft, hein, qui avait du mal. Et puis en fait, ils avaient un produit qui était pas mal, c'était Teams, et qui était là. Et donc en fait, tout à coup, toutes les universités et les entreprises du monde ont commencé à utiliser Teams. Alors que s'il y a bien un lieu où on pourrait se dire on est capable de créer des logiciels, des dispositifs, où on a des départements entiers d'informaticiens, d'ingénieurs, etc., c'est des universités. Enfin, je veux dire, pendant très longtemps, c'est... Et pour le coup, Teams, ce n'est pas uniquement du code, c'est de l'infrastructure. C'est-à-dire, ce qui fait que Microsoft est puissant, c'est qu'ils ont les fibres optiques sous l'océan, c'est qu'ils ont les fermes de serveurs avec la puissance capable d'absorber. Et donc, voilà, tu en parles aussi. Non, mais c'est l'importance effectivement de l'infrastructure. Mais c'est une infrastructure, je dirais, de la dépendance. Enfin, je veux dire, on est habitué à ce niveau-là d'infrastructure parce que l'on veut aussi, et je ne jette pas la pierre, ce n'est pas une moralisation là, mais c'est parce que l'on veut pouvoir faire tout et n'importe quoi 24 heures sur 24. Parce que l'on veut garder toutes ces données, toutes ces photos, on est dans une économie globalement d'une accumulation primitive à toutes les échelles, quoi. Enfin, je veux dire, les plateformes gardent toutes les données, nous on veut garder toutes nos données, on veut faire des backups, on veut pouvoir accéder à nos photos sur le cloud, parce que en fait, nos téléphones sont limités, même si on prend des téléphones avec 200 gigas de stockage, en fait on les remplit de trucs. Et donc, en fait, il faut du cloud, parce que le téléphone, en fait, il pourrait toujours être volé. Donc, et les infrastructures dont tu parles, ils dépensent énormément de ressources et de main-d'œuvre aussi pour produire ce qu'ils appellent la redondance de données. Donc, c'est-à-dire, votre photo, elle n'est pas juste là une fois, elle est là 2-3 fois, en fait. Et donc, c'est toute cette disponibilité permanente, en fait, qui réclame cette infrastructure. Ok, voilà. Donc, merci pour votre participation. Merci à Tyler de s'être déplacé et merci surtout pour le bouquin que je vous recommande de lire parce qu'il y a plein de choses dans le bouquin qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Et comme je lui disais en le rencontrant, c'est un livre qu'on peut lire 2 ou 3 fois. Et, voilà. Et notamment, c'est un livre qui a le mérite d'avoir plein de notes de bas de page très, très appétissantes où on se dit, tiens, ça, il faudrait vraiment que j'aille voir ce que c'est. Et voilà, c'est un livre qui ouvre pas mal de portes. Il y a quand même quelques images. C'est vrai, il y a 2-3 illustrations. Voilà, merci beaucoup. Merci.